ne fera l'objet d'aucun péché, Inch'Allah. Une opinion différente sur la même question, c'est celle de l'imam Saïbatou Mbaye sur la base des écrits. Il conclut que le vaccin n'annule pas le jeûne. Le prophète dit Allah n'a pas fait descendre une maladie sans qu'il ait également fait descendre son remède. Énonce un hadith. En même temps, Dieu veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Donc selon ces hadiths, le musulman peut jeûner et se faire vacciner en ce moment contre le Covid et autres choses comme ça, même pendant ce mois de Ramadan. Cela n'affecte pas le jeûne. Le Sénégal est en pleine campagne de vaccination anti-Covid-19 et le Ramadan risque de ralentir les activités si une partie de la population préfère s'abstenir du vaccin. Au sujet du Ramadan, je vous rappelle qu'un consensus a été finalement trouvé dans l'affaire de la guerre de succession à la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire. Il a été décidé la mise en place d'un comité provisoire composé de 3 tendances qui se disputent la légitimité de remplacer Mourchid Iyane Thiam, les 3 protagonistes de cette bataille pour le contrôle de la CONACOC sont l'imam Omar Diène, Mohamed Bouchra Dieye et Amadou Cissé Ndiéguène, leur portrait croisé signé El Hadj Ndiogou Diène. Des 3 hommes, il est le plus connu grâce à ses sorties médiatiques en sa qualité de secrétaire général de l'association des imams et oulémas du Sénégal, mais aussi proche collaborateur du défunt coordinateur de la CONACOC, Mourchid Iyane Thiam. Imam Omar Diène est chirurgien dentiste de profession spécialisé en prothèses dentaires. L'homme qui a fait ses études supérieures à Montréal au Canada est d'ailleurs propriétaire de 2 laboratoires de prothèses. Il gère aussi un cabinet de consultance islamique spécialisé sur les questions d'héritage, de mariage et pré-mariage interreligieux. Imam Omar Diène est également facilitateur en médiation et réconciliation. Le cousin de feu imam Maodo Silla, ancien imam khatib de la grande mosquée de Dakar, est propriétaire d'une agence de voyage et de tourisme religieux. Il est décrit comme un homme très réseauté avec un impressionnant carnet d'adresse. Cependant, imam Omar Diène est connu pour ses déboires judiciaires. Il a eu à séjourner en prison dans l'affaire de construction de cantines du centre commercial de la grande mosquée de Dakar. Une société privée immobilière l'accusait d'escroquerie et d'abus de confiance. Le voyage d'imam sénégalais en Israël qu'il avait organisé en 2014 sur invitation du gouvernement israélien lui avait aussi valu de nombreuses critiques dans un contexte de tension entre l'État hébreu et la Palestine. L'autre candidat à la tête de la CONACOC, Mohamed Bouchra Dieye, lui est un docteur en sciences arabo-islamiques, diplômé de l'université Al-Qadi Ayad de Marrakech au Maroc. Il est professeur d'université et formateur des enseignants en arabe au CRFPE, au Centre régional de formation du personnel enseignant de Rufisque. Dr Bouchra Mohamed Dieye fut également animateur religieux à la radio Sud FM de 1996 à 2000. Cet homme est le secrétaire général de l'Association des écrivains en langue arabe et auteur de plusieurs ouvrages sur la doctrine acharite. Il est un des initiateurs de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire. Contrairement aux 2 autres, on ne sait pas trop sur Amadou Cissé Ndiéguène, qui est membre de la famille religieuse de Thiès, la famille d'El Hadj Ahmadou Baro Ndiéguène. L'homme réputé très discret est le président du conseil d'administration du Centre de recherche, histoire, culture et art islamique. Il est le représentant de la famille Ndiéguène de Thiès à la CONACOC depuis plusieurs années. 12h20, cérémonie de réception d'outils pour la prise en charge rapide de l'enfant dès la naissance. Un important lot de matériel que l'ONG PATH a remis au ministère de la Santé. Il s'agit d'oxymètres de pouls qui permet d'identifier correctement et en premier le taux d'oxygène de l'enfant. Première phase d'expérimentation. La première phase d'expérimentation sera effectuée à Thiès. Le coût global de ce projet est estimé à près d'1 milliard. Compte rendu, Nafissa Toussila. Vous avez une très bonne saturation et puis en même temps, ça vous capte votre fréquence cardiaque. Cet outil se nomme oxymètre de pouls. Il le sert à détecter dès la naissance certaines pathologies à partir simplement de signes cliniques. Il s'agit d'un petit boîtier connecté à une tablette. Le professeur Ousmane Diaye nous fait une petite démonstration. 2 modalités, 2 paramètres concrets. Maintenant, le dispositif multimodal va inclure d'autres paramètres, tels que la mesure du taux d'hémoglobine, la pression artérielle. Mais ici, ça permet de voir si vous avez une saturation qui est très basse, par exemple en dessous de 92, 95, vous moins de 90, dit que vous êtes en hypoxémie. Et chez l'agent de santé qui est au niveau du poste de santé, ça lui permet de dire que cet enfant, même s'il n'y a pas de signe évident, manque d'oxygène, je vais le référer à un niveau supérieur. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, ravi de cette initiative, va tenter une phase expérimentale dans la région de Thiès. Alassane Beng, le secrétaire général. Le choix de Thiès n'est pas un hasard.
C'est une région qui, depuis de nombreuses années, accueille des projets dans le cadre d'une phase expérimentale. Parce que si le projet réussit à Thiès, nous pourrions l'étendre, le mettre à une échelle beaucoup plus importante au niveau du pays pour que les autres régions du Sénégal puissent en bénéficier. L'ONG PAF, qui a investi près d'1 milliard de francs CFA dans ces outils, espère aller au-delà de 2023 pour toutes les autres régions du Sénégal. Aminatou Sarr. Nous espérons passer à l'échelle et ce que tous les districts du Sénégal puissent bénéficier d'une telle initiative. En tout cas, c'est un projet qui a un volet recherche. Il y a des outils, ceci, ce n'est qu'un échantillon des équipements qui seront déployés dans les structures de santé. Il y a tout un accompagnement. Il s'agit ainsi pour les structures sanitaires de base de faire une meilleure prise en charge et précoce. L'outil participera essentiellement à la lutte contre la mortalité infanto-juvénile. Pour refermer cette page nationale, ce nouvel avis de vent fort sur toute la côte du Sénégal. La météo annonce un vent momentanément assez fort de secteur nord pouvant atteindre ou dépasser 40 km à l'heure. Ces intempéries sont prévues entre ce mercredi 7 avril à 18h et le vendredi 9 avril à 23h. La NACIM précise que les pics de vent seront surtout notés la nuit et l'après-midi. RFM. L'actualité internationale. Avec vous, Georges Détié-Diop, bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. Les droits humains dans le Sahel, la situation est peu reluisante selon Amnesty International. L'organisation a recensé en 2020 de nombreux crimes de droit international au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Des cas de torture, des décès en détention, usage excessif de la force lors de manifestations, des exécutions sommaires, entre autres. Mais le véritable problème dans le Sahel est qu'il y a très peu de poursuites judiciaires. Les explications de Ousmane Diallo, chercheur au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour Amnesty International. J'ai parlé du travail de la Commission nationale des droits humains du Niger qui avait montré la responsabilité des forces armées nigériennes dont la mort d'au moins 72 personnes qui allaient à une foire à Ayoru. Et à la suite de la publication de ce rapport-là, le ministère de la Défense a nié toute responsabilité et a dit que c'était potentiellement des groupes qui étaient venus du Mali qui avaient été à l'origine de ces enlèvements et de ces exécutions extrajudiciaires. Ce qui peut paraître très ridicule vu que ces gens ont été identifiés comme des militaires. Et on sait que même si des fois les groupes armés portent des uniformes militaires, ils ne voyagent pas en convoi, ils ne se déplacent pas en convoi, notamment avec des chars et des engins blindés. Ousmane Diallo au micro de Anna Rocha lors du lancement ce matin du rapport 2020-2021 d'Amnesty International. Le génocide rwandais, aujourd'hui, 27e anniversaire du début des massacres. Oui, le 27 avril 1994 commençait le génocide qui, selon les Nations Unies, a coûté la vie à au moins 1 million de personnes, essentiellement au sein de la minorité Tutsi. Cette année, les commémorations sont revues à la baisse en raison des mesures de restriction imposées par la lutte contre le coronavirus. Hasard du calendrier, une nouvelle étape a été franchie dans la normalisation des relations entre le Rwanda et la France. La publication du rapport de la commission Duclerc le 26 mars dernier a révélé que la responsabilité du président Mitterrand et de son cabinet militaire était indéniable. Il ressort du rapport que la France est fautive mais pas complice. En mai dernier, en banlieue parisienne, l'arrestation de Félicien Kabouga, considéré comme le financier du génocide, a marqué une première étape. Au Congo, la Cour constitutionnelle a confirmé l'élection de Denis Sassou Nguesso et a rejeté les recours en annulation de 3 opposants selon le délibéré de la Cour. Denis Sassou Nguesso a recueilli 88,40% des suffrages lors de la présidentielle du 21 mars dernier. Sa victoire confirmée, Sassou Nguesso attend désormais son investiture pour un 4e mandat de 5 ans. Les premiers ministres italiens et grecs étaient hier à Tripoli, une visite officielle en Libye au cours de laquelle Mario Draghi et Kyriakos Mitsotakis ont discuté avec le nouvel exécutif libyen des dossiers économiques et sécuritaires ainsi que de leur coopération bilatérale. Pour terminer, la Turquie, 22 anciens militaires ont été condamnés aujourd'hui à la prison à vie par un tribunal d'Ankara pour leur rôle dans le putsch manqué de 2000.
2016 contre le président Recep Tayyip Erdogan. Ces militaires sont reconnus Souleymane coupables de tentative de renversement de l'ordre constitutionnel et de tentative de meurtre contre le président. Merci Georges Détié Diop. Vous écoutez le grand journal sur la RFM et il est 12h27. RFM Sport. L'actualité des sports avec Chertidiane Diagne. Bonjour. Bonjour à vous Souleymane et bonjour à tous. Préparation de la CAN de beach soccer. Le Sénégal s'oppose au Maroc cet après-midi. Oui, match prévu à partir de 16h. Il s'agit d'une série de 3 rencontres amicales contre le Maroc. La première confrontation donc qui va se dérouler cet après-midi à Toubab Dialaw à partir de 16h au stade Ibrahim Ndiaye Chita. Nous allons écouter l'entraîneur de l'équipe du Sénégal qui revient sur l'importance de cette rencontre dans la perspective de la prochaine Coupe d'Afrique de beach soccer prévue du 23 au 29 mai prochain au Sénégal. On a une série de matchs amicaux avec le Maroc, le 7, le 8 et le 10. Donc ces matchs vont nous permettre de revoir l'effectif parce qu'il y a de nouveaux joueurs. Ça nous permettra aussi que nos joueurs soient en jambes parce que pour trouver un match amical avec ce contexte de pandémie, c'est toujours difficile. Donc le Maroc est là, on va profiter pour jouer le maximum possible de matchs. Donc le Maroc aussi a compris, donc on va profiter pour jouer 3 matchs amicaux parce que vous savez, depuis notre retour au Paraguay, on n'a pas eu de match international, donc il n'y avait que le championnat. Donc maintenant, on va profiter avec le Maroc pour jouer ces 3 matchs-là. Comme je l'ai dit au départ, de jouer, il est toujours bon de jouer ces matchs-là. Ça nous permettra de voir l'aspect tactique, technico-tactique et ensuite de voir les nouveaux joueurs, leur comportement et essayer de voir les combinaisons qu'on a travaillées durant tout ce mois-là. Et après, voilà, on fera une évaluation à la fin. Suite ce soir des quarts de finale de la Ligue des Champions. Il s'agit des quarts de finale aller en remake de la finale de l'année dernière à 19h entre le Bayern de Munich, champion en titre, et l'équipe du Paris Saint-Germain. Match prévu à partir de 19h à l'Allianz Arena, c'est dans le stade du Bayern de Munich. Des absences de taille de part et d'autre, Lewandowski et Serge Gnabry côté bavarois, alors que les Parisiens ont perdu Marco Verratti et Florenzi. Notez que l'autre demi-finale met aux prises la surprenante formation de Porto à Chelsea de Mendy. Hier, le Real Madrid et Manchester City ont pris une option pour les demi-finales en dominant respectivement Liverpool et le Borussia Dortmund. Liverpool, justement, Sadio Mané, Naby Keita et Trent Alexander-Arnold, victimes d'insultes racistes sur les réseaux sociaux au lendemain de la défaite contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Les Reds ont demandé aux réseaux sociaux de sanctionner plus durement ces comportements. Liverpool veut identifier et poursuivre les coupables de ces infractions. Souleymane. Lutte pour terminer. Au lendemain du combat Eumeu Lac de Guerre numéro 2, combat mi-figue, mi-raisin, beaucoup de spécialistes de la discipline pointent les failles du règlement du CNG, le Comité national de gestion. Ils urgent de revoir les tests et les adapter plutôt. Mohamed Ali Mouba a donné la parole à des spécialistes du sport de contact. Écoutons plutôt leurs propos. Karatéka 7e dan, spécialiste des sports de contact Sanson Yatmalo est formel. L'actuel règlement intérieur de la lutte doit au plus vite évoluer, aller dans le sens de se mettre à niveau par rapport aux enjeux de l'heure. Au niveau mondial, dans toutes les fédérations ou confédérations internationales, le règlement évolue chaque année. Chaque année, par exemple au karaté, chaque année le règlement évolue. Au judo, c'est la même chose, au taekwondo, dans les autres disciplines. Maintenant, un règlement qui ne bouge pas, qui n'évolue pas, forcément ça va créer des problèmes. Pour arrêter la triche ou tout au moins limiter les petits arrangements et autres combines, Sanson Yatmalo pense qu'on peut jouer sur plusieurs tableaux, notamment le temps et les cachets. Par exemple, vous avez 5 minutes de frappe. Mais quand vous frappez, mais quand vous devez vous prendre maintenant, Rofo par exemple, il n'y a plus de frappe. Maintenant, c'est la lutte libre. Quand on frappe, c'est pour trouver des failles et attaquer. Mais quand on a fini d'attaquer, maintenant on dit, à partir de ce moment-là, on ne frappe plus. Mais quand vous vous séparez, vous pouvez reprendre la boxe. Parce qu'en fait, on a dit lutte avec frappe. Pour les cacher, pourquoi ne pas dire le vainqueur, je mets sur la table 50 millions. En cas de victoire, le vainqueur prend les 45 millions ou les 40 millions. Le vaincu, il a 10 millions. Ça va susciter davantage les lutteurs à se défoncer. Sinon, 50 millions, ça fait 100 millions. Ils ne vont pas lutter. Je mets un nul et puis c'est
terminé, je rentre à la maison. Mais pour le promoteur de lutte Gaston Mbengue, une telle proposition ne va pas être facile à adopter dans l'arène. Par exemple, quand tu payes à un lutteur peut-être plus, c'est de par ta notoriété, de par ta façon de vendre un combat. C'est ça. Par exemple, un Balla Gaye, tu le payes, ou un Modou Lô, tu le payes de l'argent. Bon, là, tu dis que celui-là, bon, avec tout ce qu'il a fait dans l'arène et la façon dont il vend ton combat, tu le payes par rapport à ça. Ce qu'il faut à ce niveau-là, selon Gaston Mbengue, c'est de frapper davantage sur le portefeuille du lutteur, toucher directement le reliquat. Le lutteur doit être sanctionné. On ne doit même pas les payer. Sinon, au moins couper les 50%, le retourner au promoteur. Les 50% restants, le CNG va déduire les sanctions pécuniaires par rapport aux avertissements et tout ça. Et le reste, on lui donne les miettes qui restent. Mais pour que tout cela soit efficace, des techniciens de la lutte estiment qu'il faut réfléchir sur une stratégie globale et revoir au moins tous les 2 ans le règlement intérieur pour l'adapter aux stratégies des acteurs. La réflexion donc est lancée par Mohamed Ali Mouba Suleiman. N'est-ce pas? Merci, cher Tidiane Diagne, 12h33 minutes. La presse de ce mercredi 7 avril 2021, passée en revue par Georges Détié-Diop. Va-t-on vers le rapatriement des migrants sénégalais en Espagne? C'est ce que veut en tous les cas le Premier ministre espagnol. D'ailleurs, les Échos informent que Pedro Sánchez est attendu demain à Dakar pour négocier le retour de nos compatriotes arrivés illégalement sur le sol espagnol. Les Échos qui soulignent que sur les 41 861 migrants clandestins arrivés en Espagne en provenance d'Afrique en 2020, les Sénégalais sont 5e. Ils y sont pour un avenir meilleur, l'emploi faisant défaut au pays. Et comme solution, le chef de l'État a annoncé un programme d'urgence, un programme que Sud Quotidien passe à la loupe. Macky Sall envisage de recruter dès ce mois de mai 65 000 jeunes, ce qui relève des 12 travaux d'Hercule selon l'enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop, Serigne Thiam. Quant à Tamba Danfara, coach formateur et accompagnateur de projet, et Tamsir Faye, directeur de l'ANPEJ, il décline dans Sud Quotidien leur recette sur la problématique de l'emploi. L'emploi des jeunes toujours et certaines initiatives comme le PRODAC, l'ANPEJ et l'ADER. Tribune indique que ces projets ont été mis en place pour un budget total de 140 milliards de francs CFA seulement. Le confrère souligne que si l'objectif est la création d'emplois, leur impact sur le chômage doit être démontré par les exécutants qui ont le devoir de rendre compte. Sur les traces de 140 milliards, Tribune se pose la question de savoir si les corps de contrôle vont fouiller la gestion des différentes agences. Pendant ce temps, dans Vox Populi, le Forum civil dessine les contours du parquet national financier pour lutter contre le trafic d'influence, l'escroquerie, les détournements de deniers publics, le blanchiment de capitaux, l'enrichissement illicite, entre autres. Le Forum civil, dans un document, est revenu à la charge pour demander la création d'un parquet national financier. Pendant que Vox Populi s'arrête sur cette proposition du Forum civil, le journal Le Quotidien, lui, investit le sud du pays où la coupe clandestine de bois est monnaie courante. Un large dossier sur la lutte contre le trafic de bois. Mon confrère explique que malgré la suspension des permis de coupe, les trafiquants parviennent à se frayer un chemin pour transporter le bois rose en Gambie. À Médina Yoro Fula, Bunkiling, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor et Bignona, le dispositif des forces de défense et de sécurité n'a pas réussi à freiner le trafic. Un pillage organisé qui courrouce les défenseurs de l'environnement. Enquête en collaboration avec la Fondation Frédéric Bol dans les régions de la Casamance et en Gambie. Nous restons dans le sud du pays pour parler de l'affaire de l'avion espion cloué au sol à l'aéroport de Ziguinchor. L'observateur révèle que l'enquête sur l'avion qui a survolé jeudi dernier la région de Ziguinchor, frontalière avec Bissau, abritant plusieurs bases de l'armée sénégalaise, est bouclée. Le rapport, classé top secret et verrouillé, est envoyé aux seules autorités dites compétentes. L'Obs souligne que le matériel de photographie est réquisitionné pour exploitation et l'équipage laissé libre dans un hôtel à Ziguinchor. La gouvernance foncière en question, le Sénégal, terre de conflit, s'exclame enquête. Le sujet était à l'ordre du jour lors d'une rencontre virtuelle organisée hier par la SICODEV en partenariat avec l'ex-Africa Innovation for Change. Il ressort de la rencontre que malgré les déclarations d'intention de l'État de mettre un terme à toute attribution de titres fonciers sur les terres arables, les acteurs de la société civile sonnent la mobilisation pour faire respecter les droits des communautés sur leurs terres. À la une du journal Le Soleil, financement de l'accès universel
à l'électricité, les partenaires promettent déjà plus de 437 milliards de francs CFA au Sénégal. Le gouvernement veut mobiliser 732 milliards pour l'accès universel à l'électricité en 2025. Elle a organisé une table ronde sur le sujet le 6 et le 8 avril. Elle prend donc fin demain. À la une de l'AS, les États-Unis reviennent à la charge pour une reconnaissance des droits des homosexuels par le Sénégal. Selon mon confrère, Washington exige des États membres du PGO, partenariat pour un gouvernement ouvert, de donner les mêmes droits aux membres de la communauté LGBT en les responsabilisant au même titre que les personnes de sexe masculin et de sexe féminin. Mais ceci étant contraire à notre culture, le secrétaire d'État Mamadou Salih Sow se veut formel. C'est une question que le président de la République a tranchée de manière claire et précise. Macky Sall a estimé que tant qu'il sera à la tête du pays, il ne va pas accepter cette situation. Cet entretien à lire dans l'Observateur, un entretien avec Serigne Saliou Thioune. C'est en marge de la célébration du 17 avril. Le 17 avril 1946, le jour où Cheikh Béthio Thioune, son père, avait rencontré pour la première fois Serigne Saliou Mbacké, le 5e khalife général des Mourides. Serigne Saliou Thioune Ndigal revient sur la vie de son père, ses projets, ses dernières recommandations, l'unité de la famille du défunt guide spirituel des Tiantakoun, mais également ses rapports avec les disciples. Entretien à lire à la page 3 de l'Observateur. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? À 12h38, bienvenue à Point de vue ce mercredi 7 avril, journée mondiale de la santé et un peu plus d'un an après le premier cas de Covid-19 enregistré au Sénégal. Nous saisissons l'opportunité pour faire une rapide évaluation de la stratégie de riposte au Covid-19 au Sénégal. Et pour en parler, nous sommes avec nos deux intervenants du jour. J'ai nommé le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention et porte-parole du ministère de la Santé. Bonjour docteur. Bonjour Souleymane, bonjour à tous les auditeurs RFM. Merci, nous sommes également avec M. Moubarak Lo, statisticien, directeur général du bureau de prospective économique. Bonjour M. Lo. Oui, bonjour Souleymane. Alors, d'abord le docteur Mamadou Ndiaye, avec un recul de 402 jours depuis le premier cas de Covid-19. Quelle évaluation rapide faites-vous de la stratégie de lutte contre cette épidémie, cette pandémie au Sénégal? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez changé avec le recul? Merci beaucoup, Souleymane. Bonjour également à M. Moubarak Lo. Je pense que globalement, il n'y a pas beaucoup de choses à changer, mais que sûrement il y a toujours des choses à réajuster. Parce qu'encore une fois, depuis le début de cette pandémie, nous avons axé nos interventions sur au moins 5 piliers qui peut-être peuvent se rejoindre, notamment sur la surveillance épidémiologique et le volet laboratoire. On voit que ce volet, il a donné satisfaction globalement, bien qu'il y ait des choses à améliorer dans le cadre de la détection des personnes, de leur isolement et de leur traitement également. Il y a le volet prise en charge, qui est un volet extrêmement important. Là aussi, c'est sûr qu'il y a des choses à améliorer à chaque fois, prise en charge, que ce soit dans les CTE, il y a la prise en charge à domicile, il y a le suivi à contact à domicile, le suivi des contacts également un volet important, l'engagement communautaire et la communication. Ça, c'est un volet, effectivement, où il faudra encore, effectivement, beaucoup améliorer. Il y a un quatrième volet qui est entré peut-être en dernière phase de la pandémie, de la lutte de la pandémie, la vaccination, qui est là, qui a démarré également. Mais encore une fois, il y a également toutes les mesures administratives. Vous voyez que ne serait-ce sur ces 5 piliers, chacun des éléments, il y a des hauts, il y a des bas, bien sûr, qu'il y a toujours des réajustements à faire, parce que la pandémie, encore une fois, on n'a pas gagné, on n'a pas pris le dessus définitivement sur la liste si on se fixait comme objectif de l'éradiquer. Alors que peut-être que c'était le contrôle qu'il fallait faire. Et on peut dire que globalement, jusqu'à présent, il y a des choses à améliorer sur chacun des volets que je viens de nommer. Alors, Moubarak Lo, que disent les chiffres, les statistiques, puisque vous les suivez de très près depuis assez longtemps? Il
y a notamment les derniers chiffres qui sont parus, je pense, ces dernières heures. Oui, c'est vrai que nous faisons un suivi proactif qui ne se limite pas d'ailleurs au Sénégal. Nous faisons un suivi mondial. Nous avons mis en place depuis un an, presque jour pour jour, parce que le premier indice de sévérité de la Covid a été publié le 8 avril 2020. Et donc, nous sommes en mesure de savoir quelle est l'évolution de la Covid à travers le monde. Je vous donne un exemple. Les États-Unis, qui était quasiment le pays qui était le plus sévèrement touché par la maladie, est aujourd'hui en train d'avoir une sévérité faible à travers la vaccination. C'est pour vous dire que c'est important de connaître ces dynamiques. Maintenant, pour le cas du Sénégal, le Sénégal a connu, disons, une trajectoire sinusoïdale parce que le 8 avril 2020, le Sénégal était le meilleur performeur africain. C'était le pays qui gérait le mieux, en tout cas en termes de performance, c'est-à-dire les nouvelles infections, les nouveaux décès et les guérisons. Il y a également le stock, donc on a à la fois des dynamiques et des flux, et des stocks, je veux dire, des stocks et des flux. Donc le Sénégal était le premier pays africain et le troisième mondial. Mais au fil des mois, le Sénégal a perdu pied, et donc les cas ont augmenté, les décès également. Et donc ça a engendré une détérioration du classement du Sénégal durant l'année 2020. Ça s'est amélioré, disons, vers le mois de novembre, parce que vers le 8 ou 11 novembre, pratiquement, il n'y avait plus de cas Covid officiellement déclarés au Sénégal. Et donc, on commençait à penser que la Covid allait disparaître, mais on a vu une résurgence à partir de décembre et surtout de janvier, qui s'est accélérée jusqu'à mi-février. Mais depuis mi-février, on assiste à un tassement des nouvelles infections, une augmentation des guérisons. Je pense qu'au niveau des guérisons, d'ailleurs, ce serait difficile de voir au niveau mondial un pays qui guérit aussi vite que le Sénégal. Parce que c'est la force du Sénégal. Moi, je ne suis pas médecin, mais comme j'ai le docteur Mamadou Ndiaye en face de moi, ce serait utile de voir le protocole appliqué par le Sénégal, comment diffuser ce protocole au niveau mondial. Parce que le Sénégal guérit plus vite de la Covid que les autres pays. Il y a ensuite les décès qui se sont fortement réduits. Et donc, cela fait que le Sénégal, aujourd'hui, d'après le dernier baromètre que nous avons publié le lundi, le Sénégal est devenu le 7e pays le plus performant au niveau mondial. Il est même 5e ex aequo. Et donc, on était 3e en avril 2020. On était descendu jusque dans des classements très, très lointains. Aujourd'hui, on est 5e ex aequo. Et on est 2e africain derrière le Sud-Soudan. Ce qui fait que le pays est devenu très performant au niveau de la Covid. Bon, ça, c'est sur la base des statistiques officielles. Maintenant, il ne faut pas faire du relâchement parce qu'au mois de novembre, on était arrivé à la même situation et à cause du relâchement, on a perdu pied et les cas ont repris. Justement, on parlera tout à l'heure d'un autre volet de votre travail, c'est la perception des Sénégalais par rapport à la situation, par rapport aux chiffres, etc. Vous évoquiez tout à l'heure justement les statistiques et vous faites bien de préciser les statistiques officielles. Là-dessus, et le docteur Mamadou Ndiaye l'a évoqué tout à l'heure en parlant de la surveillance, l'un des volets d'appréciation de l'évaluation. Justement, docteur Mamadou Ndiaye, dans la détection et le suivi des cas, vous avez dit que c'était bien, mais qu'il y avait certainement, comme dans tous les autres aspects, des améliorations qu'on aurait pu apporter ou qu'on pourrait apporter à l'avenir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir des statistiques qui seraient perçues comme plus fiables? Parce que beaucoup s'interrogent justement sur la qualité de cette détection et des statistiques y afférentes. Oui, c'est toujours l'utilisation des données est toujours une problématique majeure dans le cadre de l'épidémie. Il faut savoir avoir des outils fiables, mais également la remonter à temps réel et pouvoir les analyser pour prendre action.
Les outils qu'on a mis, c'est au niveau de toutes les unités, notamment de toutes les unités du pays. On a les outils, on a les fiches, il y a les laboratoires, n'est-ce pas? Il y a les centres de traitement, il y a même au niveau des districts sanitaires. Donc, toutes ces données, il faudra qu'on puisse les avoir, que ça puisse remonter, que ça puisse être analysé sans qu'on puisse avoir des doublons quelque part, etc. C'est ça uniquement qui fait que parfois, on a parfois quelques déchets parfois sur un doublon quelque part, etc., qu'il faudra pouvoir régler, etc. Je le dis toujours, j'ai vu la Grande-Bretagne un jour où ils ont enlevé près de 9000 personnes qui étaient comptabilisées quelque part et qu'il fallait enlever de leur base de données. Vous voyez, donc, parce que c'était des doublons. Voilà, des doublons. L'utilisation des chiffres est extrêmement... M. Moubarak est plus spécialisé dans ça, mais l'utilisation des chiffres est extrêmement importante avec toutes les données. Il faudra que toutes les données remontent sans qu'il n'y ait aucun doublon, sans qu'on puisse avoir une confusion quelque part, etc., pour que tout baigne dans lui. Donc, l'utilisation, c'est le premier élément. Donc, c'est les outils et baromètres de mesure de l'épidémie qu'il faudra en premier lieu, en tout cas, un des éléments importants à sécuriser, parce que c'est ce qui vous permet d'avancer, c'est ce qui vous permet de dire où est-ce que vous en êtes, etc., etc., etc. C'est un volet extrêmement important. Est-ce que vous avez prévu de faire de la détection, disons, a posteriori avec les tests de diagnostic rapide notamment, pour voir un peu, je ne sais pas comment vous l'appelez, il y a tout un jargon autour de cela, mais pour voir s'il y a eu des gens quelle est la proportion de gens qui portent les anticorps et ce qui prouverait le taux de prévalence, disons, dans la population. Mais a posteriori, pour comparer les deux et voir si les chiffres donnés par les PCR reflètent bien la situation sur le terrain. Oui, l'évaluation qui avait été faite pour voir un peu par rapport au portage, on était autour de 20%, 20%, autour de 20% de la population. De la population. On avait trouvé la première qu'on avait faite, la première étude, de manière globale. De manière globale, on était autour de 20%. Le portage était autour de 20%. C'est ça qu'on veut. Mais sûrement, avec, parce que ça fait maintenant plus de 3 mois, on a fait plus de 3 mois ou 4 mois même que cette évaluation ponctuelle a été faite. Si on l'évalue aujourd'hui, les données pourraient changer. Les données pourraient changer, mais qu'il y a même une zone peut-être qui va un peu modifier les choses parce qu'il y a l'avènement de la vaccination. Vous voyez, donc ça, c'est ça. Peut-être que les choses peuvent... Mais sûrement que en ce moment, dans les outils, on va bien sûr faire de telle sorte qu'on puisse éliminer ces personnes. Mais néanmoins, il y a des données qui ont changé entre-temps. Mais néanmoins, c'est autour de ça. Mais encore une fois, l'épidémie n'est pas terminée, n'est-ce pas? Même si aujourd'hui, même parler d'épidémie est une chose même qu'on peut mettre entre guillemets parce que ça fait maintenant plus d'un an que c'est une pandémie, donc on peut également envisager de voir qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça. Mais néanmoins, on peut toujours faire des évaluations pour voir où en est-on par rapport à l'évolution de cette maladie. Alors, Dr Mamadou Ndiaye, vraiment en 10 secondes, je m'en voudrais de ne pas relancer la question qui vous a été posée par Moubarak Lo sur le taux de guérison. Oui, le taux de guérison, mais il est... Pas seulement le taux, d'ailleurs, les raisons. C'est-à-dire pourquoi on a des performances aussi significatives en matière de guérison. Bon, j'avoue que je ne connais pas le secret par rapport à ça, parce que peut-être ceux qui sont dans l'intimité des CTE, qui ont en charge la prise en charge de ces malades, pourront peut-être, après évaluation, dire ce qu'il en est exactement. Mais je sais qu'au Sénégal, il y a eu des protocoles qui ont été appliqués, qui ont même eu à connaître une évolution avec vraiment une amélioration. Et que je pense que la détection précoce également, qui fait que nous avons un laboratoire dans toutes les régions qui font que les gens ont été détectés très tôt et que dans les 24 heures, les gens étaient pris en charge au début. Ça maximise les chances de guérison, effectivement. Ceci a contribué quand même au taux de guérison. Merci à vous, Dr Mamadou Ndiaye. Alors, dernière question à vous, Moubarak Lo, sur la perception. Comment les Sénégalais voient-ils le déroulement de la stratégie de riposte d'après vos données, vous? Bon, les Sénégalais, de manière générale, depuis le départ, nous faisons des enquêtes régulières. On est pratiquement à une dizaine d'enquêtes qui ont été menées, pratiquement une enquête par mois.
Et de manière générale, ils font confiance aux autorités sanitaires. Donc la perception a toujours été bonne par rapport à la gestion de la pandémie. Tout récemment, nous avons posé des questions aussi sur la vaccination. On a vu aussi que l'adhésion à la vaccination augmente parce qu'au mois de décembre, sur 5 Sénégalais, il n'y a que 2 qui acceptaient de se faire vacciner. Aujourd'hui, il y a un inversement de tendance. Aujourd'hui, c'est sur 5 Sénégalais, il y a un peu plus de 3 qui acceptent de se faire vacciner. Même après les rumeurs sur AstraZeneca, ça n'a pas détérioré le taux d'adhésion. On devrait normalement dans les prochaines semaines refaire l'enquête parce que c'est une enquête qu'on fait continuellement. Donc dans l'ensemble, les Sénégalais font confiance aux autorités sanitaires et adhèrent progressivement à la vaccination. Mais il faut continuer la vigilance, continuer à faire les tests sérologiques. Moi-même, je me rappelle, même 15 jours après l'avènement de la Covid au Sénégal, j'avais pondu un article, j'avais demandé de faire ces tests sérologiques, parce que ça permet d'ajuster la riposte en fonction des taux de prévalence par zone. Aujourd'hui, il faut continuer à en faire département par département, voire même commune par commune pour pouvoir savoir comment organiser la riposte. Tout en tenant compte, comme l'a dit le docteur Mamadou Ndiaye, des personnes déjà vaccinées qui portent bien naturellement les anticorps. Oui, bien évidemment. Et continuer également à être vigilant sur les frontières, parce qu'au Sénégal, je ne sais pas si les autorités sanitaires le voient comme ça, mais j'ai l'impression que c'est à travers les frontières que les nouvelles vagues arrivent. Donc il faut être très vigilant sur les tests et des personnes qui entrent dans le pays. Merci à tous les deux, Dr Mamadou Ndiaye et Moubarak Lo. Nous vous retrouverons dans notre édition en Wolof. À 12h53, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Hadj Ndiogou Diène à la coordination, à la mise en onde Alioune Ba. Ibundour à la production, digitalisation et mise en ligne. Yacine Pouy, régie d'antenne Papo Mardiaou. À 13h, le Grand Journal en Wolof avec Barthélémy Ngom. Tout de suite, Allô Présidence.